Imagine que tu te trouves au cœur de l'Arctique, un lieu où le thermomètre plonge à un effrayant -64 °C, -84 °F. Ton souffle se transforme en un nuage de cristaux minuscules avant même que tu puisses expirer complètement, et l'obscurité de la nuit arctique s'étend comme un manteau infini, t'enveloppant dans un silence seulement brisé par le craquement de la glace sous tes pieds et le hurlement lointain du vent. Alors que la plupart d'entre nous trembleraient à l'idée de baisser le thermostat en dessous de 18 °C, les Inuits, véritables maîtres de la survie dans ce royaume glacé, ont perfectionné l'art de dormir profondément dans des conditions qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar. Comment y parviennent-ils? Quels secrets ancestraux ces communautés préservent-elles qui leur permettent non seulement de survivre, mais de prospérer dans l'un des environnements les plus impitoyables de la Terre? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage épique à travers 15 techniques millénaires qui transforment le froid arctique en un défi gérable. De la transformation de leur corps en four naturel à la conversion de la neige en un refuge confortable, c'est une histoire qui non seulement te surprendra, mais pourrait changer à jamais ta façon d'affronter les adversités. Reste jusqu'à la fin, car la dernière astuce pourrait être la clé pour survivre dans n'importe quelle situation extrême, que ce soit sur la glace ou dans la vie elle-même. Au cœur de la survie inuite repose une vérité qui semble presque magique. Ton corps est une machine à chaleur bien plus puissante que tu ne l'as jamais imaginée. Même lorsque tu es au repos, blotti dans un sommeil profond, tu génères assez d'énergie pour faire bouillir 6 litres d'eau, du point de congélation au point d'ébullition, chaque jour. C'est une puissance thermique qui défie toute logique moderne. Mais les Inuits ne se contentent pas de compter sur cette capacité innée. Ils l'ont élevée à un niveau de maîtrise à travers des techniques qui combinent un savoir ancestral méticuleux, une observation aiguë de la nature et une compréhension profonde de la biologie humaine. Ces stratégies ne sont pas seulement des astuces ingénieuses, elles forment une symphonie de survie perfectionnée pendant des milliers d'années dans un environnement où une seule erreur peut te coûter la vie. Tout commence par quelque chose d'aussi fondamental que la nourriture, mais pas n'importe quelle nourriture. Le régime alimentaire des Inuits est un chef-d'œuvre de fonctionnalité, conçu spécifiquement pour combattre le froid arctique. Avant de dormir, ils consomment des aliments qui feraient s'arrêter net n'importe quel nutritionniste moderne, les yeux écarquillés. Imagine-toi assis pour un dîner qui inclut de la graisse de phoque crue, de la viande de morse, du foie d'ours polaire ou du poisson gras, le tout chargé de jusqu'à 6000 calories les jours les plus froids. Ce n'est pas une simple collation pour calmer la faim, c'est un combustible à combustion lente, soigneusement sélectionné pour garder le corps chaud pendant les longues et glaciales heures de la nuit arctique. La science moderne soutient cette pratique avec des données fascinantes. La digestion des graisses et des protéines génère un effet thermogénique, un processus où le corps brûle de l'énergie pour traiter les aliments, augmentant la température corporelle jusqu'à 30% pendant plusieurs heures. C'est comme allumer un chauffage interne qui travaille sans relâche pendant que tu dors, garantissant que le froid n'a aucune chance de s'infiltrer dans tes os. Mais la magie de ce régime ne réside pas seulement dans la quantité de calories, mais dans sa composition chimique. Les graisses que consomment les Inuits, comme celles de phoque, de morse ou de poisson, sont riches en acides gras oméga 3 qui possèdent une propriété presque miraculeuse. Elles restent flexibles même à des températures en dessous de zéro. Cela garantit que le sang continue de circuler vers les extrémités, empêchant le gel des mains et des pieds, qui sont particulièrement vulnérables dans un froid extrême. Imagine le corps comme un système de canalisation. Dans l'Arctique, le sang doit continuer à circuler sans coaguler ou devenir visqueux, et ces graisses agissent comme un lubrifiant naturel qui maintient tout en mouvement. Les Inuits ne consomment pas ces graisses au hasard. Ils synchronisent leur consommation avec une précision chirurgicale, les ingérant environ 2 heures avant de dormir pour que la montée métabolique coïncide avec le moment où le corps a tendance à se refroidir naturellement pendant le sommeil. Cette approche est une danse parfaitement chorégraphiée avec les lois de la biologie. Une preuve que les Inuits ne se contentent pas de survivre au froid, mais le maîtrisent avec une élégance qui frôle le surnaturel. Un fait qui te laissera bouche bée.
Les corps des Inuits ont évolué pour avoir un taux métabolique de base jusqu'à 50% plus élevé que celui d'une personne moyenne dans un climat tempéré. Cela signifie qu'ils génèrent de la chaleur naturellement, même sans bouger, comme s'ils portaient un chauffage interne fonctionnant à pleine puissance 24 heures sur 24. Ce phénomène, connu sous le nom de thermogénèse adaptative, est le résultat de générations vivant dans des conditions extrêmes, où la sélection naturelle a favorisé ceux dont les corps pouvaient produire plus de chaleur avec moins d'efforts. Alors que dans le monde moderne, nous sommes obsédés par le comptage des calories pour les réduire, les Inuits les additionnent dans un but clair, survivre. Dans l'Arctique, chaque bouchée est un outil stratégique, et la graisse n'est pas seulement de la nourriture, mais le roi incontesté de la survie. Mais ce régime ne se limite pas à une question de calories et de graisse. C'est un système holistique qui reflète une compréhension profonde de la manière dont le corps humain interagit avec son environnement. Par exemple, les Inuits consomment non seulement la graisse des animaux, mais aussi des parties riches en nutriments comme le foie, qui est rempli de vitamines A et D, essentielles pour maintenir la santé dans un endroit où la lumière du soleil peut disparaître pendant des mois. Ces vitamines renforcent le système immunitaire et aident à réguler le métabolisme, garantissant que le corps peut tirer le meilleur parti de chaque calorie consommée. De plus, les Inuits évitent les glucides simples, qui brûlent rapidement et ne fournissent pas la chaleur soutenue nécessaire pour une nuit arctique. Au lieu de cela, ils se concentrent sur les protéines et les graisses qui nécessitent plus d'énergie pour être digérées, ce qui prolonge l'effet thermogénique et maintient le corps chaud plus longtemps. Cette approche alimentaire n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi culturellement significative. La préparation et la consommation de ces aliments sont profondément enracinées dans les traditions inuites, où partager un repas avant de dormir est un acte de communauté et de survie. Les familles se réunissent autour d'un petit feu ou dans un igloo, partageant des histoires tout en mâchant de la graisse de phoque ou du poisson séché. Ce rituel ne nourrit pas seulement le corps, mais aussi l'âme, renforçant les liens qui soutiennent ces communautés dans un environnement où la solitude peut être aussi dangereuse que le froid. C'est une leçon qui transcende l'Arctique. La nourriture n'est pas seulement une subsistance. C'est un outil de connexion, de résistance et de vie. Maintenant, prépare-toi à quelque chose qui semble être un paradoxe impossible. Dans l'Arctique, la neige n'est pas l'ennemi, c'est une bouée de sauvetage. À moins 64 degrés Celsius, les Inuits ne fuient pas la glace. Ils l'embrassent comme un allié essentiel. Ils construisent des igloos, des refuges qui transforment la neige en une forteresse contre le froid le plus impitoyable. Comment quelque chose d'aussi gelé peut-il te garder au chaud? La réponse réside dans la physique pure, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Inuits sont considérés comme des maîtres de la survie. La neige contient jusqu'à 95% d'air emprisonné dans ses cristaux, ce qui en fait un isolant thermique exceptionnel, comparable à celui que nous utilisons dans les murs de nos maisons modernes. Un igloo bien construit peut élever la température intérieure de 17 à 22 degrés Celsius au-dessus de la température extérieure. Si dehors il fait moins 46 degrés Celsius, à l'intérieur de l'igloo, tu peux être à un chaleureux moins 23 degrés Celsius. Ce n'est pas un complexe de luxe, mais dans l'Arctique, cette différence peut être la frontière entre la vie et la mort. Construire un igloo, ce n'est pas simplement empiler de la neige. C'est un art qui combine précision, savoir et une connexion profonde avec l'environnement. Les Inuits sélectionnent soigneusement la neige compactée par le vent, qui a la densité parfaite, ni trop molle, ce qui s'effondrerait sous son propre poids, ni trop glacée, ce qui n'isolerait pas correctement. Ce type de neige, durcie par les rafales arctiques, a une texture qui permet de la découper en blocs uniformes, comme s'il s'agissait d'un matériau de construction conçu par la nature. À l'aide de longs couteaux ou d'outils traditionnels faits d'os ou de métal, les Inuits découpent ces blocs avec une précision qui rivalise avec celle d'un sculpteur, s'assurant que chaque pièce s'adapte parfaitement aux autres. Ensuite, ils empilent les blocs en une coupole en spirale, une forme qui n'est pas seulement esthétiquement belle, mais aussi structurellement solide, capable de supporter le poids d'un adulte ou même les rafales les plus féroces du vent arctique.
La conception de l'igloo est une leçon d'ingénierie naturelle. L'entrée est toujours orientée à l'opposé des vents dominants, minimisant l'infiltration d'air froid. De plus, elle est construite plus bas que la plateforme de repos à l'intérieur, une astuce ingénieuse qui exploite les lois de la physique. L'air chaud, plus léger, monte et reste emprisonné dans la partie supérieure de l'igloo où les gens dorment, tandis que l'air froid, plus lourd, descend et s'échappe par l'entrée. Ce système de séparation thermique naturelle garantit que la chaleur générée par les corps des occupants reste là où elle est la plus nécessaire. C'est comme si l'igloo était un organisme vivant, travaillant en harmonie avec ses habitants pour les protéger du froid. Mais la magie de l'igloo va au-delà de sa construction initiale. Pendant que tu dors à l'intérieur, ta chaleur corporelle fait légèrement fondre la surface interne de la neige, créant une fine couche d'eau qui ensuite gèle à nouveau, formant un seau de glace. Cette couche agit comme une barrière thermique supplémentaire, emprisonnant la chaleur à l'intérieur tout en permettant un échange d'air minimal pour éviter l'asphyxie. Le résultat est un micro-environnement qui, bien qu'encore froid selon les normes modernes, est suffisamment chaud pour faire la différence entre la survie et l'hypothermie. Un igloo n'est pas seulement un abri, c'est une démonstration vivante de la manière dont les Inuits ont appris à travailler en harmonie avec la nature, transformant un matériau qui pour nous signifie chaos en un allié indispensable. Et les Inuits ne s'arrêtent pas aux igloos. Lorsque le temps presse ou que les conditions ne permettent pas de construire une coupole complète, ils recourent à d'autres techniques tout aussi ingénieuses. Ils creusent des grottes dans la neige, créant des abris temporaires qui exploitent les mêmes propriétés isolantes. Ou ils érigent des murs de neige contre le vent, qui peuvent réduire la sensation thermique de dizaines de degrés avec un effort minimal. Même un simple mur de neige, construit en quelques minutes, peut faire la différence entre une nuit supportable et une exposition mortelle au froid. La neige, qui pour nous signifie chaos, fermeture d'écoles et routes bloquées, est pour les Inuits une ressource abondante et gratuite, un cadeau de la nature qu'ils ont appris à maîtriser. Les scientifiques ont étudié la conductivité thermique de la neige et ont découvert qu'elle est comparable à l'isolation en fibre de verre utilisée dans la construction moderne. Cette découverte a surpris de nombreux ingénieurs qui regardent comme maintenant avec admiration les techniques traditionnelles inuites. Mais la neige offre plus qu'une simple isolation thermique. À l'intérieur d'un igloo, même pendant une tempête de neige féroce, l'intérieur reste étonnamment silencieux. Les mêmes poches d'air qui emprisonnent la chaleur amortissent également les ondes sonores, créant un environnement paisible qui facilite le repos dans un monde qui, autrement, serait chaotique. Ce silence n'est pas seulement un luxe. Dans un environnement où le stress psychologique de l'obscurité et du froid peut être écrasant, un espace calme peut être aussi vital que la chaleur elle-même. La construction d'igloo et d'autres refuges de neige est une compétence transmise de génération en génération. Les enfants inuits commencent à apprendre dès leur plus jeune âge, observant leurs aînés et aidant avec des tâches simples, comme empiler des blocs ou enlever la neige meuble. À l'adolescence, beaucoup peuvent construire un igloo d'urgence en quelques minutes, une compétence qui vaut plus que n'importe quelle application de téléphone dans l'Arctique. Ce savoir n'est pas seulement pratique, c'est une connexion vivante avec leur culture et leur histoire, un rappel que la survie dans l'Arctique ne dépend pas de la technologie moderne, mais de la sagesse accumulée sur des millénaires. Si cette histoire te donne la chair de poule, et pas seulement à cause du froid, laisse-moi un commentaire avec le mot « neige » et dis-moi ce que tu trouves de plus fascinant dans ces techniques. Est-ce le régime de graisse de phoque qui agit comme un chauffage interne ou l'ingénierie des igloos qui transforme la neige en allié? Et si tu veux continuer à découvrir des secrets de survie qui pourraient changer ta façon de voir le monde, abonne-toi et active la cloche maintenant pour ne pas manquer une seule vidéo. Maintenant, parlons d'un autre composante fondamentale de la survie inuite, l'art de s'habiller pour le froid extrême. Si ton instinct te dit de mettre toutes les couches de vêtements possibles pour dormir à moins 64 degrés Celsius, les Inuits t'arrêteraient net avec un sourire entendu. Plus de vêtements ne signifie pas toujours plus de chaleur. En fait, cela peut être un piège mortel. Le véritable ennemi dans l'Arctique n'est pas seulement le froid, mais la transpiration.
Lorsque tu surchauffes, même à des températures sous zéro, ton corps produit de la sueur pour se refroidir. Dans un environnement aussi glacial, cette humidité refroidit rapidement, te volant la chaleur à une vitesse alarmante et te rendant vulnérable à l'hypothermie. C'est comme plonger dans une piscine gelée en plein hiver, une recette pour le désastre. Les Inuits maîtrisent ce que les amateurs de plein air modernes appellent le principe des 3 couches, mais ils ont perfectionné ce concept des siècles avant qu'il n'ait un nom. Ce système se compose de 3 éléments clés, chacun ayant un but spécifique. La première couche, collée à la peau, est conçue pour absorber l'humidité et l'éloigner du corps, maintenant la peau au sec. La deuxième couche, isolante, piège la chaleur corporelle, créant une barrière thermique. La troisième couche, résistante au vent et à l'eau, bloque les éléments extérieurs, comme le vent arctique ou la neige humide. Mais le véritable secret réside dans la manière dont ils appliquent ces couches. Chaque couche doit laisser de l'espace pour de petites poches d'air qui se réchauffent avec la chaleur du corps, créant une isolation supplémentaire. Des vêtements trop serrés éliminent ces espaces, réduisant considérablement l'efficacité du système. C'est comme une maison bien isolée. Les vides dans les murs ne sont pas un défaut, ils sont une caractéristique essentielle. Avant de dormir, les Inuits ajustent leurs couches avec une précision qui frôle l'obsession. Ils savent que la température corporelle baisse naturellement d'environ 1 degré Celsius pendant le sommeil, alors ils relâchent certains vêtements pour éviter la surchauffe, qui pourrait provoquer de la transpiration. Leur système de repos est une œuvre d'ingéniosité. Une base de branches, d'herbes sèches ou même de peaux d'animaux est placée directement sur le sol pour créer une barrière thermique. Des tests modernes ont montré que ce système isole jusqu'à 6 fois mieux que le sol nu, qui vole la chaleur corporelle à une vitesse alarmante. Au-dessus de cette base, ils placent des peaux supplémentaires qui piègent la chaleur, créant un cocon chaud qui défie les températures extérieures. Cette approche est si efficace que de nombreux explorateurs modernes, des alpinistes aux scientifiques en Antarctique, ont adopté des versions de ces techniques, abandonnant les sacs de couchage high-tech au profit de la sagesse traditionnelle inuite. Les enfants inuits apprennent cet art dès leur plus jeune âge, souvent par essai et erreur sous la supervision de leurs aînés. Ils découvrent qu'il est bien mieux de se sentir légèrement frais en se couchant que d'être trop emmitouflé, car la chaleur corporelle emprisonnée par les couches équilibrera la température tout au long de la nuit. Cet apprentissage n'est pas seulement pratique, c'est une initiation à un mode de vie où chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir des conséquences de vie ou de mort. Pour protéger les mains et les pieds, particulièrement vulnérables au gel en raison de leur rapport surface-volume élevé, les Inuits utilisent plusieurs mitaines ou chaussettes fines plutôt qu'un seul vêtement épais. Cette approche crée plus de poches d'air, augmentant l'isolation jusqu'à 40% par rapport aux matériaux comprimés de même épaisseur. C'est une leçon de simplicité et d'efficacité. Dans l'Arctique, moins peut être beaucoup plus lorsqu'il s'agit de rester au chaud. La régulation de la température pendant le sommeil est un art en soi. Les Inuits savent que le corps humain traverse des cycles thermiques pendant la nuit, et ils ont appris à anticiper ces changements. Par exemple, ils évitent de trop se couvrir au début de la nuit, lorsque le corps est encore chaud après les activités diurnes. Au lieu de cela, ils ajustent leurs couches pour permettre une ventilation contrôlée, laissant l'excès de chaleur et d'humidité s'échapper sans compromettre la chaleur centrale. Cet équilibre est crucial, car une erreur courante parmi les novices dans l'Arctique est de trop s'emmitoufler, pour se retrouver réveillé en tremblant dans des vêtements trempés de sueur. Les récits des premières expéditions polaires regorgent d'histoires tragiques d'explorateurs qui sont morts, non pas par manque de vêtements, mais par méconnaissance de ce principe fondamental. Et en parlant de matériaux, si tu penses qu'un sac de couchage high-tech acheté dans un magasin de sport est ce qu'il y a de mieux pour le froid, les Inuits ont une surprise pour toi. Depuis des milliers d'années, ils contemplent sur la peau de caribou, un matériau si parfait que la science moderne n'a pas encore réussi à le reproduire complètement. Chaque poil de la peau de caribou contient de minuscules chambres d'air qui fonctionnent comme des thermos naturels, capturant la chaleur corporelle avec une efficacité étonnante. Des tests scientifiques ont montré qu'une peau de caribou de 2 kg offre la même chaleur qu'un sac de couchage synthétique de 3 kg,
mais avec des avantages que les matériaux modernes ne peuvent égaler. Elle repousse l'humidité tout en permettant aux matériaux de respirer, évitant le cycle mortel de la transpiration et du gel qui a coûté d'innombrables vies dans le froid extrême. La récolte et la préparation de ces pots sont un processus méticuleux qui reflète le profond respect des Inuits pour les animaux qui leur fournissent de quoi vivre. Ils chassent le caribou en automne lorsque les animaux ont développé leur épaisse fourrure hivernale, idéale pour l'isolation. Le timing est crucial, trop tôt, et la peau n'est pas assez épaisse, trop tard, et les caribous migrent vers des régions moins accessibles. Une fois la peau obtenue, le processus de préparation est un art en soi. Il comprend le grattage, l'étirement et un fumage minutieux qui préserve les huiles naturelles de la peau, essentielles pour sa capacité à repousser l'humidité. Ces huiles permettent à la peau de caribou de conserver une grande partie de sa capacité isolante, même lorsqu'elle est mouillée, contrairement au coton, qui perd jusqu'à 90% de ses propriétés thermiques dans des conditions humides. La peau de caribou est utilisée avec la fourrure à l'intérieur, en contact direct avec le corps, maximisant la rétention de la chaleur tout en permettant à l'humidité de s'éloigner de la peau. Un détail fascinant. Les fibres microscopiques de la peau de caribou s'étendent légèrement lorsqu'elles sont chauffées par la chaleur corporelle, créant une barrière isolante encore plus efficace à mesure que le corps génère de la chaleur. C'est comme un sac de couchage intelligent, conçu par la nature elle-même, qui s'adapte automatiquement aux conditions. Ce phénomène a déconcerté les scientifiques qui ont essayé de répliquer cette structure dans des matériaux synthétiques, mais même les garnitures les plus avancées, comme celles qui imitent les fibres creuses, restent en deçà dans des conditions extrêmes. En plus de sa capacité thermique, la peau de caribou offre un autre avantage que les matériaux synthétiques ne peuvent pas reproduire: le silence. Quiconque qui a dormi dans un sac de couchage en nylon sait à quel point les craquements à chaque mouvement peuvent être gênants. Dans une culture de chasse où le bruit peut faire la différence entre attraper une proie ou avoir faim, le confort silencieux de la peau de caribou est un cadeau inestimable. Et non seulement elles sont chaudes et silencieuses, elles sont aussi incroyablement durables. Une peau bien entretenue peut durer des décennies, souvent transmise de génération en génération comme un trésor familial. En comparaison, un sac de couchage synthétique haut de gamme peut s'user en 5 ou 10 ans avec une utilisation régulière. La nature, une fois encore, prouve qu'elle est le meilleur ingénieur. La préparation des peaux est également un acte communautaire. Les femmes inuites, en particulier, jouent un rôle crucial dans ce processus, utilisant des techniques transmises de mères à filles. Le grattage de la peau exige une force et une délicatesse qui ne se développent qu'avec des années de pratique, tandis que le fumage doit se faire avec soin pour ne pas endommager les propriétés isolantes. Ce processus n'est pas seulement pratique, c'est un rituel qui relie les familles à leur environnement et à leur histoire. Chaque peau raconte une histoire: le caribou qui a été chassé, l'hiver qui l'a aidé à survivre, les mains qui l'ont travaillé avec soin. C'est un rappel qu'en l'Arctique, rien n'est à gâcher et chaque ressource est traitée avec le respect qu'elle mérite. Mais les vêtements et les refuges ne sont qu'une partie de l'équation. La façon dont tu dors compte aussi, et dans l'Arctique, s'étendre comme une étoile de mer par une nuit d'été est une condamnation à mort. Les Inuits ont perfectionné des positions de sommeil qui maximisent la conservation de la chaleur, et la clé est la position fétale. Te s'enrouler avec les genoux contre la poitrine réduit la surface exposée à l'air froid, diminuant la perte de chaleur jusqu'à 30% par rapport à dormir allongé. Cette posture ne conserve pas seulement la chaleur, mais protège les organes vitaux, qui sont la priorité du corps dans des conditions de froid extrême. Quand la température descend en dessous de -51 degrés Celsius, le corps active un mécanisme de survie appelé vasoconstriction, détournant le flux sanguin des extrémités vers le torse pour maintenir la température centrale. Enrouler les membres contre le corps soutient ce processus, maintenant le sang chaud près des organes essentiels. Les Inuits cachent aussi également les mains dans des poches thermiques naturelles, comme les cuisses ou les aisselles, qui contiennent des vaisseaux sanguins importants et génèrent une chaleur significative. Cette technique protège les doigts, particulièrement vulnérables au gel,
en raison de leur haut rapport surface et volume. Couvrir partiellement le visage est une autre stratégie clé. Le visage humain contient un réseau de vaisseaux sanguins qui peuvent perdre de la chaleur rapidement. Mais enfoncer le menton dans la poitrine contre la poitrine crée une petite poche d'air chaude pour respirer, protégeant la peau du visage et réchauffant l'air avant qu'il n'atteigne les poumons. Cela réduit la charge de réchauffement du corps, lui permettant de conserver de l'énergie. Dormir sur le dos est généralement évité dans le froid extrême, car la colonne vertébrale est en contact avec la surface de repos sur toute sa longueur, augmentant la perte de chaleur par conduction. Dormir sur le côté réduit considérablement cette zone de contact, retenant plus de chaleur. Les Inuits minimisent aussi également les mouvements pendant le sommeil, car chaque mouvement brise le seau d'air chaud qui se forme autour du corps, permettant au froid de s'infiltrer. Croiser les chevilles et garder les pieds ensemble plutôt que séparés réduit encore plus la surface exposée. Certains placent même les pieds derrière le genou opposé, créant une boucle fermée qui minimise l'exposition des membres. Ces techniques ne sont pas seulement instinctives, elles sont le résultat de siècles d'observation et d'apprentissage. Les Inuits ont étudié le comportement du corps humain dans le froid avec une précision qui rivalise avec celle de n'importe quel scientifique moderne. Par exemple, ils savent que le corps perd de la chaleur par 4 mécanismes principaux: rayonnement, conduction, convection et évaporation. La position fétale réduit le rayonnement en minimisant la surface exposée, tandis que dormir sur le côté diminue la conduction en limitant le contact avec la surface. Couvrir le visage et contrôler l'humidité avec l'adresse de l'aventure. Et le design de l'igloo protège contre la convection du vent. C'est un système intégral qui aborde chaque aspect de la thermorégulation, transformant le sommeil en une stratégie de survie aussi précise qu'une manœuvre militaire. Dans l'Arctique, dormir seul est un désavantage significatif. Les Inuits savent que la chaleur partagée est l'une des armes les plus puissantes contre le corps, et ils ont transformé le sommeil en groupe en une stratégie de survie calculée. Un seul corps humain génère environ la chaleur d'une ampoule de 100 watts en dormant, et réunit 3 ou 4 personnes, et tu as un chauffage humain capable de transformer un igloo en un refuge confortable. Les familles inuites dorment ensemble sur des plateformes communes, maximisant la chaleur collectivée. Les enfants, qui sont plus vulnérables au froid, sont placés au centre, protégés par les adultes. Les aînés, qui génèrent moins de chaleur corporelle, bénéficient de la chaleur des autres, tandis que les individus plus résistants prennent les positions extérieures, agissant comme une barrière thermique pour les plus fragiles. Les mathématiques derrière le sommeil en groupe sont impressionnantes avant. Un groupe de 4 à ou 6 personnes peut augmenter la température ambiante à l'intérieur d'un igloo de 4 à 6 degrés Celsius par rapport à une seule personne dormant dans le même espace. De plus, dormir en contact réduit la perte de chaleur de chaque individu de perte avec 25%, car tout un côté du corps entier est protégé de la radiation et de la convection. Mais ce ne sont pas avant les avantages. Les nuits arctiques peuvent durer des moisissures, et la combinaison de l'obscurité extrême et du froid intense, ce qui peut être dévastateur pour la santé mentale. La proximité d'autres personnes offre un réconfort qui transcende la régulation de température, un rappel tangible que tu n'es pas assez contre l'immensité de la glace. Les pratiques culturelles entourant le sommeil en groupe, inclus, comportent des normes d'étiquette qui assurent que l'arrangement fonctionne sans problème. Les mouvements sont coordonnés. Si une personne a besoin de se retourner si nécessaire, les autres s'adaptent pour maintenir le saut de chaleur. Les rythmes de respiration même se synchronisent parfois naturellement. Certains, synchronisant, créent des cycles efficaces de chaleur partagés et efficaces. Ce niveau de coordination n'est pas seulement ce qui est pratique, c'est une expression de qui porte. Là, dans l'Arctique qui porte, la survie n'est pas un effort individuel, c'est un acte collectif, où chaque membre du groupe contribue au bien-être de tous. Les explorateurs modernes de l'arctisme de l'Arctique ont adopté cette expérience, abandonnant les tentes tentées dans des conditions extrêmes au profit extrême de arrangements de sommeil en extérieur.
Beaucoup d'en ont raconté d'histoires, racontant des personnes cueillant sur des personnes qui ont passé des nuits extrêmes de froid extrême. Le sommeil dans le groupe également, avoir une composante psychologique également, ne doit pas être sous-estimé. Les longues nuits arctiques, que peuvent se prolonger sur des mois, sont une période difficile pour le corps.